Merci Christian, merci Armand. Donc on va essayer de voir dans les 20 minutes qui viennent les dangers potentiels de l'expansion volémique. Alors je n'ai pas spécialement de conflit d'intérêt industriel. Le seul que je puisse avoir, il est plus scientifique ou moral, ce que vous voulez, c'est que quand il y a quelques années, il y avait une prise de position d'un certain nombre de réanimateurs sur l'attitude à adopter vis-à-vis des HEA, j'avais fait partie de ceux qui avaient décidé, en attendant le résultat des études en cours, de suspendre l'utilisation des HEA. Donc je tenais à vous le déclarer. On ne parlera pas des risques liés aux produits dérivés du sang, on parlera un petit peu de l'albumine tout à l'heure, de l'œdème aigu du poumon dans le cadre d'une surcharge, des saignements et des réactions allergiques. On va surtout parler des conséquences rénales et des conséquences pulmonaires, puisque j'imagine que c'est surtout pour ça qu'on m'a confié ce topo, parce que pour le reste, je n'ai pas spécialement de compétences. Alors la loi de Starling, qu'on a tous beaucoup appris pendant nos études, qui semblait régler jusque-là disons, la balance hydrique, et en particulier le passage d'eau à travers la paroi vasculaire, donc régie par la pression aquatique et la pression hydrostatique, et leur variation a été largement remise en question, en particulier lorsque l'on a mis en évidence en fait que la paroi vasculaire était une paroi extrêmement malléable, avec en particulier la présence du glycocalyx, et en sachant que cette membrane pouvait être altérée, laissant passer à ce moment-là non seulement de l'eau et des sels minéraux, mais également des molécules, et en particulier des protéines. Et finalement, on peut se retrouver dans deux cas de figure. Un certain nombre de situations dans lesquelles il n'y a pas d'altération de la barrière endothéliale, par exemple un choc hémorragique à sa phase initiale, et puis une situation où au contraire il y a un processus inflammatoire qui va impacter cette paroi vasculaire, où il y a une fuite à ce moment-là, et où surtout les possibilités de réabsorption de la lymphe sont un petit peu dépassées par la quantité d'œdème qui va s'accumuler dans le secteur interstitiel. Donc le drainage lymphatique étant maintenant bien reconnu comme la principale origine de réabsorption de l'eau intravasculaire. Alors au niveau du poumon, comme bien représenté sur ce schéma qui a été remis à jour il y a quelque temps par Michael Mattei et qui concerne la physiopathologie du SDRA, on s'aperçoit que l'espace interstitiel va donc s'élargir du fait de l'accumulation non seulement d'eau, mais également de cellules inflammatoires et puis d'un certain nombre de substances. Et puis, finalement, la distance devenant plus importante, les altérations des échanges gazeux vont survenir. Et donc, on va voir si, finalement, est-ce que ça a une importance et qu'il y ait de l'eau qui s'accumule à ce niveau-là. Alors, le rapport entre la balance hydrosodée et le pronostic, c'est quelque chose qui a été étudié depuis de très nombreuses années. Ce n'est pas un sujet qui est extrêmement actuel, en particulier au cours du SDRA. Et par exemple, dans cette très ancienne étude, il était montré que lorsque les patients avaient une balance au bout de 14 jours qui excédait 3 kg, la mortalité était plus élevée que pour des patients ayant une balance moins importante. Et plus récemment, l'étude SOP avait montré que chez les patients présentant un SDRA léger, modéré ou sévère, également, lorsque on mesurait sur les 4 premiers jours la balance liquidienne, on s'apercevait qu'elle était davantage positive au fil du temps chez les patients décédés par rapport aux patients survivants. Simplement, il est difficile le lien de cause à effet était à ce moment-là assez difficile à mettre en évidence, puisque l'accumulation hydrique pouvait correspondre en fait à une sévérité plus importante des patients. De façon plus récente, une étude post-hoc de l'étude VAST sur le choc septique a donc analysé la survie et les apports liquidiens dans deux situations, la balance liquidienne au bout de 12 heures et la balance liquidienne au bout de 4 jours, montrant que pour les deux quartiles, c'est-à-dire les 50% des patients ayant le remplissage, on va dire, ou la balance excédentaire la moins importante, il y avait un meilleur pronostic que pour les patients ayant une
une balance extrêmement positive, puisque déjà, au bout de 12 heures, il y avait une médiane à 8 litres d'accumulation contre 3 litres ou moins pour les deux autres groupes. Et au bout de 4 jours, cette différence persistait, hein, puisque pour des bilans cumulés de l'ordre de 1 à 3 litres en fonction des groupes, contre là 20 litres pour les patients qui avaient bénéficié, entre guillemets, de la plus grande expansion volumique. Et on voyait une différence de survie. Chez des patients chez qui on est davantage capable de contrôler la balance liquidienne, c'est-à-dire les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë avec une épuration extra-rénale. Donc là aussi, c'est une étude post-hoc de l'étude rénale qui traitait de la dose de dialyse. On s'aperçoit que sur les 15 premiers jours, eh bien, les patients non survivants, les patients qui vont décéder, ont une balance liquidienne constamment plus positive par rapport aux patients qui vont survivre. Dans une revue générale récente, faisant état de ces différentes études relatives à la balance liquidienne, on s'aperçoit en fait méthodologiquement qu'elles sont toutes pour la plupart rétrospectives ou bien qu'elles sont issues d'analyses, d'essais prospectifs, mais des analyses post-hoc en dehors de l'étude de FACT dont on parlera un petit peu plus loin. Alors, différentes stratégies thérapeutiques ont été proposées, et ça depuis longtemps. Vous voyez cette étude de Roger Bone qui date de plus de 30 ans, montrant que, en utilisant des diurétiques ou une épuration extra-rénale chez des patients qui présentaient un SDRA sévère, il n'y avait pas, par rapport à un groupe contrôle, de différence de mortalité, bien que le bilan soit moins positif. Et puis, on va souvent vous parler, peut-être dans les topos ultérieurs, je ne sais pas, de cette étude de Mitchell sur, en fait, 2 stratégies, c'est-à-dire manager les patients en leur mesurant l'eau pulmonaire avec une technique ancestrale que je ne détaillerai pas parce que ce n'est pas le sujet, mais ça va permettre un petit peu de mettre en évidence ce qu'on peut obtenir en modérant les apports liquidiens. Et donc, en fait, cette étude initialement incluait 101 patients, sauf qu'un certain nombre d'entre eux avaient des POAP au-delà de 18 mm de mercure. Donc, en fait, on va plutôt se consacrer à cela, c'est-à-dire les 47 qui avaient une POAP inférieure ou égale à 18, donc plus probablement des patients présentant un SDRA, avec une balance liquidienne qui était maintenue plus basse chez les patients managés avec la mesure de l'eau pulmonaire extravasculaire. Et donc, globalement, quand les 2 groupes étaient mis ensemble, c'est-à-dire ceux qui avaient probablement plus une insuffisance cardiaque et les autres, il y avait une baisse, une réduction de la durée de ventilation chez ceux qui étaient managés avec l'eau pulmonaire et une baisse de la durée de séjour en réanimation. Sauf que, méthodologiquement, il faut aller jusqu'au bout. Les patients managés avec une Swan-Ganz avaient un âge plus élevé, et que quand on prenait uniquement les patients ayant un SDRA, la différence n'était pas significative, peut-être tout simplement par un manque de puissance. Et puis, sur l'item mortalité, il n'y avait pas de différence non plus. Donc, pas d'argument tranché. Donc maintenant, on va un petit peu détailler l'étude FACT, mais pour ça, j'ai besoin de votre intervention. Je vous parlais d'un cas clinique, donc un patient qui est à J4 de son SDRA. Donc, vous êtes de garde, l'infirmière, ou si vous avez la chance d'avoir un interne, l'interne vous dit « je suis embêté, ce malade a une pression artérielle moyenne à 70 mm de mercure, une diurèse horaire à 100, un index cardiaque à 4 litres par minute par mètre carré et une POAP à 12 mm de mercure, qu'est-ce que je fais ?» Donc, parmi vous, qui ne ferait rien à ce patient? 5 personnes, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup. Qui remplirait ce patient? Daniel? Xavier? Non? Eh bien, vous auriez été de mauvais investigateurs de l'étude de FACT, parce que si ce patient ne recevait pas de vasopresseur, et a priori il n'en recevait pas, et s'il avait été randomisé dans le bras libéral, on aurait dû le remplir, ce patient. Donc, par la suite, on va traiter donc de l'attitude conservative et de l'attitude libérale. Pour moi, dans cette étude, l'attitude libérale, c'est un excès de remplissage, c'est-à-dire qu'on a rempli des malades qui n'en avaient strictement pas besoin. Et il faut savoir que dans cette étude, les patients étaient inclus après 48 heures, et on verra, enfin en moyenne après 48 heures donc d'évolution du SDRA, et on verra quelle importance ça peut avoir de ce timing, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des patients qui ont été pris dans les 6 premières heures pour la plupart d'entre eux. Et malgré tout, malgré cet excès de remplissage dans le bras libéral,
il n'y a pas eu de différence de mortalité, et simplement un allongement de la durée de ventilation mécanique, et également une durée d'hospitalisation supérieure de 2 jours. Regardez bien aussi un autre résultat, il est intéressant parce qu'on va voir une des N études post-hoc de cette étude FACT, pas de différence en termes de défaillance rénale. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant tout ça, surtout que choc septique et SDRA, c'est quand même une association fréquente, et c'est vrai que ça vient un peu perturber ce qu'on pensait avoir tiré comme leçon de l'étude de Rivers. Sauf que quand on regarde l'expansion volémique durant l'étude de Rivers, on s'aperçoit en fait que la prise en charge intensive avec une expansion volémique importante, en fait, c'est surtout pendant les 6 premières heures. Vous avez attitude protocole Rivers ici en bleu, et à côté, vous avez le groupe contrôle. Et en fait, vous voyez très bien qu'après, dans les heures suivantes, il y a une inversion, et qu'au total, durant les 3 premiers jours, ils ont reçu exactement la même quantité de liquide en moyenne. Ce qui veut dire que c'est une stratégie de remplissage précoce et importante, mais suivie plutôt d'une modération. Et donc, ce que je veux dire par rapport à l'étude FACT, c'est que les patients, ils sont pris là, ils sont pris à ce niveau-là, par là, mais pas du tout pendant les 6 premières heures. Et puis, de façon encore plus récente, donc une des études post-hoc de l'étude de FACT, des auteurs ont évalué les séquelles neurocognitives. Je passe sur les détails méthodologiques. En gros, 75 patients ont été testés, et en fait, il s'avère que dans le groupe où il y avait une certaine restriction des apports hydrosodés et l'avantage d'utilisation de diurétiques, eh bien, il y a des séquelles neurocognitives plus importantes. Et comme facteur indépendant, on retrouvait à la fois le fait d'avoir été randomisé dans le bras plutôt restriction, entre guillemets, et un autre facteur extrêmement important, c'était la peptide AO2, qui était plus basse chez ceux ayant présenté des séquelles neurocognitives. Alors, je vous avais demandé de retenir ce qui concernait la défaillance rénale, parce qu'après, ça dépend de quelle définition on prend. Donc, dans une des études ultérieures de FACT, il a été montré que quand on utilise la définition Akin, avec donc une augmentation de la créate d'au moins 50% ou une augmentation de 30 micromoles de la créate par rapport à baseline dans les 48 premières heures, eh bien, dans l'attitude restrictive, il y avait, au contraire de ce qui avait été dit tout à l'heure, où c'était exactement la même incidence, eh bien, il y avait davantage d'insuffisance rénale. Alors, pour limiter ces apports, on peut, ou bien une fois qu'on les a donnés, on va dire essayer d'influencer la balance hydrosodée en faisant uriner davantage les malades, eh bien, on peut utiliser une association albumine diurétique, ce qui a été proposé par Greg Martin. Je passe sur le protocole. Tout ça pour dire que ça a une efficacité sur les échanges gazeux pendant les 3 premiers jours. Comme souvent, d'ailleurs, quand on fait une intervention au cours du SDRA, initialement, ça produit une augmentation du rapport PO2 sur FiO2, mais après, les courbes se rejoignent. Pas de différence de mortalité, mais surtout une mortalité, vous voyez, de l'ordre de 15%, qui est quand même faible pour des SDRA sévères. Mais comme il y avait eu l'association albumine-furosémide, ils ont cherché à savoir, dans une étude ultérieure, si c'était l'albumine en soi ou la conjonction des deux qui était intéressante. Enfin, c'était l'utilisation de diurétique ou l'association diurétique-albumine. Donc une étude qui a duré 4 ans, ça c'est important à dire aussi, 190 lits de réanimation et seulement 40 inclusions, ce qui veut dire que ça a été quelque chose de difficile à mettre en œuvre, avec pas beaucoup de variations du rapport PO2 sur FiO2, malgré un bilan liquidien qui était extrêmement favorable, avec une balance plus négative pour les patients ayant reçu albumine plus furosémide. Alors cette albumine, justement, elle avait mauvaise presse suite à la publication de cette méta-analyse du groupe Cochrane, qui montrait qu'a priori, il y avait un effet défavorable sur le pronostic et sur la fonction rénale de l'albumine. Par la suite, l'étude SAFE, comparant albumine au sérum salé isotonique, a montré qu'il n'y avait pas d'effet négatif, pas d'effet positif non plus, à ceci près que vous voyez que pour les patients en sepsis sévère, on avait une certaine tendance à ce que l'effet soit peut-être plus favorable chez les patients ayant reçu de l'albumine. En revanche, chez les patients présentant un SDRA, strictement aucun effet. Et l'étude Albios, que
Luciano Gattinoni a présenté lors de congrès, mais qui n'a pas été pour l'instant publié, une grosse étude incluant 1800 patients. Si on prend l'ensemble des patients, il n'y a pas de différence entre albumine et cristalloïdes. Ces résultats ont été présentés en particulier par Jean-Paul Mira hier. En revanche, on s'aperçoit que chez les patients ayant un choc septique, eh bien, il y a une survie plus importante chez les patients ayant reçu de l'albumine. Corrélé à ça, un bilan hydrosodé beaucoup plus favorable, avec 1,2 litre de différence au terme de la première semaine. En ce qui concerne la défaillance rénale que l'on peut rencontrer, je vous avais dit que je vous parlerai du poumon et du rein. Le terrain est un facteur qui prédispose à la survenue d'une insuffisance rénale aiguë en réanimation, l'état hémodynamique, l'utilisation de nos nombreux médicaments néphrotoxiques, et puis aussi la réaction inflammatoire, soit par des mécanismes directs, soit par de l'ischémie rénale. Et puis d'autres choses, en particulier liées à l'expansion volémique, peuvent intervenir. Par exemple, l'augmentation de la pression intra-abdominale qui va jouer sur le débit sanguin, l'augmentation du risque de sepsis qui a été décrite, et puis aussi l'apparition d'un œdème intrarénal avec des altérations microcirculatoires et une diminution du drainage lymphatique, tout ça pouvant hypothétiquement agir sur le rein et provoquer la survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Alors, évidemment, il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité, en particulier des solutés que l'on administre. Et on va être un petit peu obligé de parler d'HEA. Les gélatines, pas grand-chose parce qu'on manque de données dans la littérature. L'albumine, il n'y a pas de risque néphrotoxique, donc on ne s'étendra pas plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, on parlera du sérum salé isotonique qui provoque des acidoses hyperchlorémiques. Alors, concernant l'emploi des HEA, bon, on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un petit risque. C'est décrit depuis le milieu des années 90 qu'il y a un risque rénal potentiel. Et ici, chez des patients ayant reçu une transplantation rénale. En réanimation aussi, suite aux travaux de Frédéric Schorgen et Laurent Brochard, je ne vais pas y revenir, mais même s'il s'agissait de molécules plus anciennes, il y avait quand même un petit signe inquiétant en termes de survenue d'insuffisance rénale aiguë. Et puis, 3 travaux sont venus un petit peu contribuer à nos connaissances. Tout d'abord, l'étude scandinave, Success. Je vais vous livrer, moi, la vision que j'en ai. Donc, c'est des patients qui sont inclus dans l'étude pour sepsis sévère, des vrais malades de réanimation avec un SAPS2 médian à 50, et 80% d'entre eux, plus de 80% d'entre eux, recevaient des amines dans l'un ou dans l'autre des groupes, avec une différence de mortalité en faveur des patients donc, ayant reçu du Ringer acétate. On verra tout à l'heure la composition de ces solutés, et puis aussi l'utilisation plus fréquente de d'épuration extrarénale. Deuxièmement, l'étude CHEST qui a été présentée à plusieurs reprises dans ce congrès. La différence, je dirais que c'est des malades un peu plus tout venant. Le score APACHE 2, même si beaucoup d'entre vous ne l'utilisent peut-être plus, 17, c'est pas très haut. Et puis, rien que sur l'utilisation des vasopresseurs, il y avait moitié moins de patients recevant des vasopresseurs. Pas de différence en termes de mortalité. Des résultats difficiles à interpréter en ce qui concerne les conséquences rénales, avec, semble-t-il, un effet protecteur sur la définition Riffel donc des amidons, mais par contre une utilisation plus fréquente d'épuration extra-rénale et aussi une altération de la créatininémie de l'ordre en moyenne de 10 micromoles par litre à partir de J1. Et puis l'étude de cristal de Jelianan, là aussi des vrais malades de réanimation, 48-50 de SAPS2, des résultats sur l'objectif principal, pas de différence de mortalité, une différence de mortalité en faveur des patients ayant reçu des colloïdes, mais là, tout type de colloïdes versus tout type de cristalloïdes, et pas d'influence rénale. Alors, est-ce que les cristalloïdes sont indemnes de tout risque dans la littérature? Vous voyez que ceux qui sont riches en chlore peuvent provoquer la survenue d'acidose, mais également d'un certain degré de défaillance rénale, tel que décrit dans cette étude avant-après de Younes, avec également davantage d'utilisation de techniques d'épuration extra-rénale. C'est pour ça que certains ont proposé de prescrire comme cristalloïdes des solutés dits balancés, c'est-à-dire qu'il y a un certain équilibre entre cations
et chlore et des anions qu'on ne détermine pas, et surtout l'albuminate. En gros, il faut que cette différence entre sodium, potassium, calcium, magnésium et chlore soit de l'ordre de 24 à 27 milliosmoles par litre. Et il y a au moins dans les solutés dont on dispose 2 solutés, mais sans doute d'autres également, qui respectent ces recommandations. Simplement, quand on regarde dans les littératures, il y a des éléments biologiques pour dire qu'il y a un certain avantage des solutés dits balancés ou équilibrés, mais pas vraiment concernant si vous voulez, des objectifs très durs en termes de durée de séjour en réanimation, par exemple, épuration extra-rénale ou encore mortalité. Donc là, il y a encore une ère d'investigation. Et donc, en guise de conclusion, je vous livrerai 2 éléments. Tout d'abord, dans la revue récemment publiée dans le New England de Mayberg et Mayten, quelques recommandations. D'abord, quand on parle de remplissage pour quelqu'un qui est en état de choc, c'est peut-être de ne pas tarder à utiliser les catécholamines, dont on avait extrêmement peur il y a 25 ou 30 ans, mais maintenant qui font partie largement de notre quotidien. Ensuite, de modérer le remplissage, l'expansion volumique après les 24 premières heures. Et on peut effectivement se poser la question de remplissage excessif passé les premières heures de la prise en charge de l'état de choc et de la défaillance multiviscérale, de ne pas utiliser les HEA pour les patients présentant un sepsis sévère ou un choc septique, et probablement aussi, ou possiblement, comme suggéré par la recommandation récente de la Surviving Sepsis Campaign, de réserver, il nous manque encore la lecture de l'article et puis peut-être d'autres éléments dans la littérature, mais l'albumine aux patients qui présentent une réponse insuffisante aux cristalloïdes dans un contexte de sepsis sévère ou surtout de choc septique. Je vous remercie.